conseil d'administration de la SOCODE, qui est la Société congolaise de distribution d'électricité, et qui a un opérateur privé qui est la Goma, et qui depuis 2017 a commencé à distribuer dans la ville de Goma. Donc on a vécu en tout cas toute la problématique de cette loi de la libéralisation, et avec les évolutions, notamment l'arrivée de l'ARE et d'un cadre réglementaire plus précis. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai que ça fait 10 ans que nous faisons le bilan aujourd'hui de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014. Et cette loi est un tournant décisif parce qu'elle a instauré un marché concurrentiel dans le pays. Et juste pour vous faire part un peu de ce que le Congo a fait de très courageux, pratiquement sur le continent africain, je crois qu'il n'y a pas une loi qui permet à ce qu'on puisse être producteur, transporteur et distributeur. Donc la plupart des pays soit se réservent le transport au niveau des entreprises étatiques nationales, mais cette loi au Congo a créé un cadre, je dirais, attractif pour les investisseurs, en ce que ça leur permet donc d'être producteurs, transporteurs et jusqu'à la distribution. Mais toujours pour mettre dans un contexte cette loi, il faut se rappeler que notre pays aujourd'hui, selon la Banque mondiale, le taux d'électrification est estimé à 19%. Et ce taux d'électrification de 19% en milieu rural, puisque nous l'avons lancé ici, est plus ou moins de 1%. Donc quand vous allez dans nos villages, eh bien c'est le moins total. Et ce taux signifie pratiquement que 70 millions de Congolais vivent sans électricité. Donc on est pratiquement le deuxième pays du monde, derrière le Nigeria, avec 92 millions d'habitants sans électricité, qui a cette triste, je dirais, statistique. Donc aujourd'hui, la réalité de la majorité des Congolais, c'est que 93% de l'énergie provient du bois, 3% de l'électricité, 4% du pétrole et gaz. Et pour le moment, les grands centres de consommation d'électricité sont la zone sud, le Haut-Katanga et Lualaba, et ensuite la ville de Kinshasa. Pour le reste du pays, à part, je pense, ceux qui vous, les barrages sont pratiquement pas opérationnels. Alors les conséquences de cette faiblesse du taux d'électricité, du dessert en électricité, notamment au niveau de la FEC, c'est que nos entreprises aujourd'hui signalent qu'elles perdent 70% de leur capacité de production lorsqu'il y a beaucoup de courant. Donc c'est un problème sérieux pour les industries, coupures, mais aussi accès à l'énergie. Donc ces diverses pertes font perdre de manière annuelle, on estime, à 8,3% de leur vente mensuelle de chiffre d'affaires. Ça, c'est l'impact aussi que ça a sur les entreprises selon les statistiques que nous avons. Et pour pallier à cette situation-là, la plupart des entreprises investissent dans des générateurs diesel, ce qui entraîne des coûts de carburant élevés. Et quand nous prenons des provinces qui se trouvent au centre du pays, notamment les Kassai, la Choco, etc., les problèmes logistiques qui se posent pour acheter du carburant pour alimenter ces groupes, vous imaginez les difficultés que ça pose. Alors, l'électricité reste, en tout cas, une des conditions sine qua non pour pouvoir aborder la question du développement et de la prospérité du pays. Alors maintenant, bien sûr, en tant que secteur privé, nous saluons le cadre réglementaire qui s'améliore, notamment avec l'arrivée de l'ARE et de l'ANSER, notamment pour délimiter les divers périmètres des sociétés qui investissent dans l'énergie. Et peut-être pour être un peu concret, je vais vous citer notre expérience personnelle aussi, par exemple, en tant que SOCODE depuis que la loi de la libération est arrivée. Donc la société dont je suis PCA, que je vous ai dit,
a commencé à distribuer l'électricité dans la ville de Goma en 2017. Et nous sommes donc distributeurs, nous recevons le courant de l'ESP Virunga, qui est basé à Matene, qui a un barrage qui produit 13 MW. Donc nous distribuons 5 MW sur la ville de Goma. C'est vrai que l'erreur est arrivée après que nous soyons installés, mais par contre, ce que j'aimerais souligner ici, imaginez aujourd'hui qu'à ce jour, dans la ville de Goma, que vous savez est une ville pratiquement assiégée, de toutes parts par les rebelles, si nous avions eu le barrage de Ruzizi, qui, je pense, alimente Goma avec 4 à 5 MW. Aujourd'hui, le taux de dessin d'électricité de Goma se réduirait pratiquement au centre-ville. Comme une ville qui a pratiquement 1,5 million d'habitants, même 2 millions avec les réfugiés qui viennent d'arriver. Mais grâce à cette loi de libéralisation, nous avons Virunga, je pense qu'ils alimentent avec 6 MW. Nous avons Sokoné, 5 MW, et ensuite Mourou, je pense qu'ils sont 1 MW. Donc si vous faites le total de la décision du courant disponible pour la ville de Goma, vous faites le calcul, 6, plus 5, 11, plus 1, 12, plus 4, 16, donc on a 16 MW sur la ville de Goma. Et quelles conséquences cela a? La sécurité d'abord, parce que l'éclairage public est alimenté par l'électricité. Les périphéries de la ville de Goma sont couvertes par le réseau Virunga. Une fois de plus, il y a eu un incident important sur la question de la sécurité et de la stabilité. Et rappelez-vous qu'à l'éruption volcanique en 2022, les réseaux Virunga avaient été coupés, disons, de leur approvisionnement de matériel, mais conjointement avec le réseau Sokoné, on a pu, pendant quelques semaines, alimenter la ville de Goma dans l'urgence, puisque notre réseau était indépendant. Donc, la régulation ne doit pas oublier une des priorités que nous avons, qui est l'urgence de disponibiliser l'électricité aux populations. Donc, nous saluons la régulation, mais aussi ce que nous avons constaté personnellement. Je représente aussi une société, deux compagnies. Une compagnie américaine qui s'appelle Symbion pour le gaz méthane au Nord Kivu, et une deuxième qui s'appelle Hydro, qui compte construire 30 barrages sur l'étendue du pays, des barrages du type jusqu'à 5 MW, 6 MW. Eh bien, depuis 5 ans, nous attendons toujours de finaliser la concession, le contrat pour le gaz méthane, 5 ans. Et pour le seul barrage que nous voulons lancer en construction bientôt, qui se trouve à Kabea, Kamwanga, au Kassai, pour alimenter la ville de Bujimaï, ça fait 3 ans que nous sommes derrière les concessions de production, de distribution, de transport et de commercialisation. Donc, les conclusions sur ce salon, c'est-à-dire, nous avons besoin de régulation, mais nous avons besoin aussi, comme on dit, d'indicateurs de performance, qui sont que le processus d'octroi des concessions doit aussi être lié à l'urgence d'électrification auquel fait face ce pays. Et malheureusement, pour dire la vérité, les entreprises qui font 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des ingénieurs sur place et des équipes qui travaillent et qui n'arrivent pas à faire aboutir les projets, je pense que c'est quelque chose qui doit être amélioré. Il y a beaucoup d'autres projets que je connais, d'autres investisseurs, la Tanga, ici à Kinshasa, et ils disent que quand vous allez voir des banques régionales, notamment la TDB, la BAT, etc., ils vous posent une question, c'est celle qui avait été soulevée par mon co-débatteur, qui est votre off-taker, c'est-à-dire en anglais, c'est qui est la personne qui va acheter le courant. Et en général, ils n'aiment pas les projets qui vont directement à la selle comme acheteur. Mais il y a une autre question qu'ils posent, c'est qu'ils disent, quand on va commencer à faire l'enquête, c'est-à-dire le due diligence, on dit en anglais, ils disent, mais quelle est l'assurance que vous avez, vous, entreprise, que vous aurez dans les 6 mois, 1 année, toutes vos concessions, de vos licences
pour qu'on puisse vous financer. Donc, les banques aussi estiment que c'est un risque pour le financement des projets, les longs processus d'octroi, de concession, de production, de distribution, etc. et de commercialisation. Donc, je vais maintenant sur les recommandations. Je pense qu'il faudra continuer, bien sûr, à améliorer la gouvernance du secteur, encourager la transparence et la responsabilité des institutions impliquées, à continuer à réfléchir sur le cadre légal et réglementaire, à bien se poser la question sur l'accès au financement, dans le sens qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un projet bancable, comme on dit, vous devez faire très attention à ce que d'abord les banques vont vous demander comment est-ce que vous allez financer votre projet, c'est-à-dire comment vous allez payer en prenant donc les recettes de ceux qui achètent le courant. Et pour cela, il faudra que nous restions dans la logique de cette loi qui a libéralisé le secteur sans y mettre des intermédiaires, sinon le risque que nous avons, c'est d'avoir des projets qui ne seront plus bancables, financés. L'autre recommandation, bien sûr, c'est la tarification. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de Goma, nous avons eu, quand les premières structures de prix pour le kilowattheure ont été mises en place, le courant se vendait à 22 cents le kilowatt. C'est simple le terme, 22 cents le kilowatt. Mais quand on a commencé à additionner les taxes diverses qui viennent notamment des mairies, des divers services, eh bien, le calcul aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation nette de 30% des diverses redevances qui sont appliquées sur ce secteur-là. Ce qui oblige aujourd'hui, s'il fallait répercuter sur le consommateur, que le kilowatt monterait à 30 cents. Donc là encore, on a un souci, parce que l'objectif de la libéralisation, c'est d'avoir un courant, disons, disponible et un peu plus vieux. Mais si on commence à monter avec la taxation à 30 cents, pratiquement c'est un cercle vicieux. Le renforcement du partenariat public-privé, c'est une recommandation pour booster les investissements dans le secteur. Il faudra aussi tenir compte pour que ce secteur se développe du développement des compétences locales. Et on a eu l'occasion de discuter avec quelques universités pour leur dire de commencer aussi à réfléchir sur les métiers d'avenir qui seront créés dans ce secteur, notamment dans l'exploitation du gaz métal à Est. Ce sont des filières dans lesquelles les universités peuvent former sur de nouveaux métiers qui permettront à des jeunes Congolais d'accéder à des emplois et des technologies différentes avec ce que l'énergie va apporter comme innovation technologique. Et finalement, on aimerait clôturer en disant que la FEC, en tout cas encourage les institutions financières, notamment les SCI, branche de la Banque mondiale, la BAD, la TDB et les autres, de continuer à accompagner les acteurs potentiels, parce que aujourd'hui, une des raisons majeures pour laquelle la loi de libération est mise en place, c'est parce que nous n'avions plus les moyens de financer l'électrification du pays. Donc l'appui des institutions financières est importante. Et le cadre réglementaire que je vous ai expliqué, maintenir les conditions pour que les projets soient bancables, sera bien sûr une condition sine qua non pour que le financement arrive.